Irrigation, navigation, sécurité, ce sont les thèmes abordés hier par les présidents sénégalais, mauritaniens et maliens au cours d'une conférence conjointe qui s'est tenue en marge de la pose de la première pierre du barrage de Goïna. Coup d'envoi des Journées nationales de l'entrepreneuriat jeune. La 4e édition valorise le potentiel rural, d'où le thème entrepreneuriat rural, enjeux et perspectives. 24 heures après son conseil d'administration, le temps est donné du côté de la BOAD en ce qui concerne l'accompagnement des entreprises de la zone UEMOA. Le premier bénéficiaire est le groupe Sahel avec une subvention de près de 2 milliards de francs CFA. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal conférence conjointe des présidents sénégalais, mauritaniens et maliens à Caille. C'était en marge de la pose de la première pierre du barrage de Goïna. Les 3 présidents des pays membres de l'OMVS ont évoqué l'importance de l'infrastructure pour le développement de la région, vu que sans sécurité, il n'y a point de développement. La situation à Kidal, après la mort des soldats sénégalais sous mandat onusien, a été évoquée. Le président sénégalais Macky Sall a rassuré en ce qui concerne la détermination des militaires sénégalais à accomplir leur mission. De Caille, Siaka Konati. La centrale hydroélectrique de Felou qui vient d'être inaugurée et le futur barrage de Goïna dont la première pierre a été posée ce mardi 17 décembre 2013 constitue une fierté. Conviction du président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, également président en exercice de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Une fierté car les 2 ouvrages vont permettre aux pays membres de résoudre en partie les problèmes énergétiques qu'ils connaissent. Le premier projet qui est mis en service et qui nous permet d'avoir 60 mégawatts. Et le deuxième projet aussi qui va nous permettre d'avoir au total 140 mégawatts qui vont s'ajouter au potentiel que nous avons déjà et qui vont nous permettre de participer au développement de nos pays respectifs et de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Donc nous en sommes très fiers. Abondant dans le même sens, le président sénégalais dira qu'avec l'énergie, les 4 pays pourront former une union forte. C'est au nom de la solidarité énergétique que les autorités réfléchissent aux voies et moyens de valoriser le gaz mauritanien pour en faire une source d'énergie. Je me félicite aussi du fait qu'en dehors des ouvrages de l'OMVS, dans l'espace, nous avons une source d'énergie en Mauritanie, le gaz, sur lequel également le gouvernement mauritanien a accepté de travailler avec notre gouvernement et le gouvernement malien pour un échange d'énergie, une vente d'électricité à partir du gaz. Mais y a-t-il de la solidarité au niveau des volets irrigation et navigation? Réponse du président de la République. Ok, si. Ne nous plaignons pas, nous Maliens. Vous savez, le partage, nous ne sommes pas vraiment les moins bien servis, connaissons-le. Je crois que le volet navigation auquel vous avez fait allusion est un volet qui nous tient particulièrement à cœur, mais je vous rassure, je crois que ce volet n'est pas en reste du tout. Le haut-commissaire Koumara rentre d'une mission à Abid, précisément pour ce sujet. Et la Solinave, si j'ai bien compris, dont le siège est à Nouakchott, a cela comme vocation et comme mission. Faire en sorte que rapidement ce volet Saint-Louis-Ambidéi devienne réalité et que nous ayons enfin l'accès à la mer. Je crois que cela est attendu. C'est de mémoire historique presque mythique, mais je crois que le mythe sera réalité, Inch'Allah, dans quelques années. Donc, il n'y a absolument aucun amendement à ce niveau-là, et je crois que cela sera réalisé. Je pense également pour ce qui concerne l'irrigation, déjà, Manantali, on est bien servi. Je crois que nous le serons encore avec Goïna, mais surtout les 2 barrages à venir.
territoire guinéen qui vont encore donner au Mali un espace aménageable beaucoup plus important. Donc il n'y a absolument qu'une continuité dans tout cela. Tous ces efforts contribuent à faire en sorte que nos pays soient à l'unisson et que chacun trouve ses marques. Là où il y a déficit interne, là où il y a difficulté interne, c'est ça la solidarité. La situation au Sahel s'est invitée au débat. Il n'en pouvait être autrement. Le président mauritanien estime que le terrorisme est une menace pour la région avant de dénoncer le manque de coordination et le laxisme dans la gestion de cette question. Quant au président Macky Sall, il assure que la mort de 2 soldats sénégalais dans un attentat le 14 décembre dernier à Kidal n'entamera en rien la détermination du contingent sénégalais à faire face au terrorisme. Je viens de parler au commandant du contingent sénégalais qui se trouve présentement à Kidal, qui m'a rassuré que le moral ne saurait être touché par ce qui s'est passé et que plus que par le passé, ils sont déterminés à assumer la mission qui est la leur pour restaurer la paix et l'intégrité territoriale conformément à leur mission en territoire malien. Hommage aux 2 militaires sénégalais de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, tués à Kidal le 14 décembre dernier. Ils ont été décorés à titre posthume ce matin par le ministre de la Défense, compte rendu Moussa Fane. Caporal-chef Ousmane Fall et le soldat de première classe Cheikh Tidiane Sarr sont des casques bleus du contingent sénégalais tués lors de l'attentat meurtrier qui avait visé la banque malienne de solidarité à Kidal. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a décoré ces militaires à titre posthume. Ils ont été décorés, médaillés de la croix de la valeur militaire de la République du Mali. Occasion pour le ministre Soumaïla Boubèye Maïga de témoigner toute la reconnaissance du Mali à ses alliés. Oui, j'étais venu décorer les soldats sénégalais qui ont trouvé la mort à Kidal de la croix de la valeur militaire au nom du président de la République, au nom du peuple malien, au nom de toutes les armées qui sont présentes au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Nous allons tout faire pour que ces sacrifices ne soient pas vains. C'est venu malheureusement nous rappeler que nous avons encore à nous battre, nous avons encore à nous mobiliser, à nous organiser pour que méthodiquement la paix puisse être rétablie sur l'ensemble du territoire malien. Après la cérémonie d'adieu par les compagnons d'armes de la MINUSMA et ceux du Mali, les corps des 2 militaires ont été rapatriés dans leur pays d'origine, le Sénégal. Le Premier ministre est arrivé en début de soirée à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le chef du gouvernement aura demain un entretien avec le vice-président de la Banque islamique de développement. Mais avant son arrivée, déjà une délégation ministérielle a eu des échanges avec les différents directeurs en charge des financements de la BID. Envoyé spéciaux à Jeddah, Dembawan, Brahma Traoré. Après la crise multidimensionnelle de 2012, l'heure est à la reconstruction du Mali. Pour réussir ce processus, notre pays compte sur ses partenaires dont la Banque islamique de développement. Au siège du groupe de la BID, le Mali est à l'honneur. 4 membres du gouvernement pour expliquer les priorités des nouvelles autorités du pays. Nous avons de grands projets d'infrastructure, des projets de route pour le désenclavement et des grands projets dans le domaine de l'énergie. Nous envisageons de faire financer notamment des centrales hybrides dans les 3 régions du Nord, Tombouctou, Gao, Kidal. Et nous avons également des projets dans le domaine de l'élevage, de la pêche, qui sont des projets structurants qui vont permettre d'accélérer le développement. Devant un partenaire clé de développement, le langage ne peut qu'être précis et concis. Le vice-président de la BID, Brahima Sidibé, a salué la cohérence et la clarté du programme de reconstruction du Mali, un programme que l'institution financière entend accompagner. Un certain nombre de projets nous ont été soumis par Ses Excellences, Messieurs les ministres, dans les différents secteurs. Nous allons définitivement les voir de très très près. Nous allons voir leur bancabilité et nous essayons de voir aussi la priorité de ces projets-là, que ce soit dans le domaine des routes, que dans le domaine de l'agriculture, que dans le domaine de la santé, que dans le domaine des infrastructures d'une manière générale et de l'éducation. Et nous allons réorienter notre programmation avec les autorités compétentes au Mali pour définir un plan d'action d'urgence pour financer ces projets-là. Non seulement la BID participe
bras, mais elle essaiera d'entraîner les autres partenaires financiers membres du groupe de coordination, à savoir le Fonds saoudien, koweïtien, Abu Dhabi, l'OFID, pour en citer que ces financiers-là. Cet engagement de la BID aux côtés du Mali n'est pas surprenant. Quelques symboles forts confirment la bonne santé de la coopération entre cette institution financière et notre pays. On cite volontiers les réalisations de la route Sévaré-Gao, du barrage de Manantali et du pont de Wabaria. Ce n'est pas tout. Au jour d'aujourd'hui, nous avons quelque chose comme 12 projets en cours de réalisation pour un montant de 330 millions de dollars. Des projets dans le domaine de l'eau, de l'électricité, dans le domaine du transport aussi. Coopération Mali-BID, il en sera également question ce jeudi entre le Premier ministre Oumar Tatamali et le vice-président de l'institution Brahima Sidibé. Une rencontre qui doit déboucher sur de nouvelles annonces, toujours dans le cadre du développement du Mali. Nous revenons avec le ministre de la Défense et des anciens combattants, Soumeilou Boubeye Maïga. Il représentait le Premier ministre à la cérémonie qui lançait la 4e édition des Journées nationales de l'entrepreneuriat jeune. Le thème de cette 4e édition est l'entrepreneuriat rural, enjeux et perspectives. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. Contribuer au développement économique et social du Mali en offrant aux jeunes de 15 à 40 ans le maximum de possibilités d'emploi, tant dans le domaine de l'emploi salarié qu'indépendant, tel est l'objectif des journées de l'entrepreneuriat jeune. Retenons que l'objectif global est donc de promouvoir la création d'entreprises et l'esprit entrepreneurial rural auprès des jeunes porteurs de projets et promoteurs. Comme nous le savons tous, la recherche de solutions à la question de l'insertion professionnelle des jeunes partant la problématique de la lutte contre le chômage des jeunes est un défi que le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, s'est lancé à travers son programme de création de 200 000 emplois dans les 5 années à venir. Ce défi, nous en sommes convaincus, n'est pas insurmontable, puisque les structures et les dispositifs pour accompagner, faciliter l'insertion des jeunes dans le tissu économique par la création et le développement des entreprises individuelles existent. Les journées nationales de l'entrepreneuriat permettront aux jeunes de connaître aussi les principaux acteurs intervenant dans le domaine de la création d'entreprises, de savoir comment interviennent les structures financières, d'inciter les jeunes à démontrer leur savoir-faire, bref, d'échanger avec des professionnels, experts et autres consultants ou partenaires. L'ambition du gouvernement aujourd'hui est d'impulser une nouvelle dynamique de relance de la croissance économique afin de créer les conditions d'une réduction significative de la pauvreté. L'organisation des journées de l'entrepreneuriat jeune 4e édition répond à ces préoccupations en offrant aux jeunes le maximum d'informations sur l'entrepreneuriat rural. Ces journées contribuent à accompagner les jeunes qui ont des projets dans le secteur, à capitaliser et valoriser leurs expériences dans une perspective de mise en débat et à l'échelle les leçons et les bonnes pratiques tirées des interventions ciblant l'entrepreneuriat rural. Le parrain de ces journées, Mamadou Senseng Koulibaly, a prodigué des conseils pour inciter les jeunes à s'investir en milieu rural. Concomitamment, ces 4e journées de l'entrepreneuriat jeune se dérouleront dans toutes les capitales régionales. Remise d'un important lot de matériel militaire à l'armée malienne, une contribution du Royaume de Belgique qui témoigne de la volonté de ce pays ami d'appuyer notre armée dans les opérations de sécurisation. Mamour Sidibé. Le Royaume de Belgique, à travers ses dons de matériel au profit des forces armées du Mali, vient de prouver encore une fois que notre pays peut le compter parmi ses amis. Dès le début du conflit qui a agité le pays, la Belgique a décidé d'apporter son aide au peuple malien. Cette aide se concrétisant sous une forme directe par la livraison de matériel et d'équipements pour les forces armées, mais également sous une forme indirecte, en appuyant des pays qui, eux aussi, venaient en aide au Mali. Je citerai particulièrement l'opération Serval, que nous avons appuyée en moyens de transport aérien et nos hélicoptères médicalisés également, et le Bénin, à qui nous avons fourni du matériel pour son contingent participant à la MINUSMA. Car nous appuyons également la mission EUTM à Koulikoro par un détachement de protection fort de quelques 75 personnes. En recevant les clés des matériels, le chef d'état-major adjoint dira que ces matériels seront d'un apport appréciable pour nos forces armées.
cette donation arrive certainement à point nommé en ce moment crucial où l'armée malienne a beaucoup plus besoin de mobilité. Le choix du matériel a été certainement très judicieux compte tenu des circonstances dans lesquelles nous sommes actuellement. À travers la coopération militaire, l'amitié Mali-Belgique se renforce davantage. Je vous l'annonçais dans le sommaire pour la promotion de l'agro-industrie dans la sous-région. Le groupe Sahel et la Banque ouest-africaine de développement BOAD s'engagent. Ces derniers ont signé ce matin une convention de près de 2 milliards de francs CFA. Ce prêt est le montant additionnel qui servira à la réalisation d'un moulin de blé d'une capacité de 120 tonnes par jour à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. L'unité industrielle en question coûtera près de 4 milliards de francs CFA au groupe Sahel. Les détails, c'est avec Mohamed Diarra. Après Bamako et Niamey, le groupe Sahel, une société de droit malien, s'implante à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Et ce sont plus de 3 milliards 800 millions de francs CFA qui seront investis pour la réalisation d'un moulin dans cette ville. Cette idée qui vise la promotion du secteur de l'industrie est accompagnée et soutenue par la Banque ouest-africaine de développement BOAD. L'institution financière sous-régionale accorde ainsi un prêt d'1 milliard 900 millions de francs CFA à la société Les Moulins du Sahel. Les deux parties matérialisent ainsi leur engagement par la signature de cette convention. L'apport de financement de la BOAD pour ce projet s'élève à 1 milliard 900 millions de francs CFA remboursables sur une durée de 7 années, dont 24 mois de différé. Le schéma de financement total du projet se présente comme suit. Fonds propres 1 milliard 186 millions, BOAD 1 milliard 900 millions, financement banque locale 736 millions, soit un total de 3 milliards 822 millions. Destiné à la réalisation d'un moulin à blé de 120 tonnes à Bobo-Dioulasso. L'accompagnement de la BOAD se justifie par le fait que l'institution souhaite répondre aux aspirations des populations dans le domaine de l'agro-industrie. Cette unité industrielle devra apporter une valeur ajoutée à la production locale. Par la signature de ce contrat, la BOAD illustre une fois encore son engagement ferme à soutenir le développement du secteur privé des États membres de notre Union, notamment les PME, pour en faire de véritables moteurs d'une croissance économique durable. Le rôle que jouent les moulins du Mali dans la promotion du tissu économique est reconnu et salué par les autorités maliennes, d'où ce soutien indéfectible annoncé par le ministre de l'Industrie et des Mines. Les moulins du Sahel, quand on voit ici sur le cas malien même, c'est une très jeune entreprise, société, qui a été créée en 2009 et qui a commencé ses activités en 2011 et qui continue son expansion ouest-africaine. Après le Niger, aujourd'hui on parle du Burkina. Et donc le gouvernement est vraiment très heureux de pouvoir appuyer ce type d'initiative, conformément au plan stratégique d'orientation que le groupe du Sahel avait développé pour les 4 prochaines années à venir. La mise en œuvre de ce plan de développement nécessitera un financement de 23 milliards de francs CFA. Il est destiné à la réalisation de projets de développement dans la sous-région. L'ONG Right and Resources Initiative vient de faire l'état des lieux de la dynamique minière et de l'orpaillage traditionnel dans les régions de Sikasso et Kayes. Le but de cette étude est d'amener les acteurs concernés par l'exploitation minière à comprendre les textes législatifs et réglementaires. Fatoumata Kone. Cette étude de près de 50 pages décrit les conséquences de l'exploitation anarchique de l'or dans les régions de Kayes et Sikasso. On peut citer l'impact des mines sur les droits des communautés, les impacts environnementaux de l'orpaillage traditionnel, entre autres. Il s'agit pour les conseillers des collectivités, les élus locaux, les partenaires techniques et financiers d'examiner le code minier et l'adapter au contexte actuel. L'exploitation des mines peut avoir des conséquences socio-économiques, souvent qui rentrent en conflit avec les droits des communautés. L'étude a fait aussi des visites sur les sites pour comprendre réellement qu'est-ce qui se passe, quels sont les risques par rapport aux droits des communautés, pour qu'ensemble on les examine pour prendre des dispositions nécessaires pour solutionner ces problèmes. Le Haut Conseil des collectivités, vraiment étant une représentation nationale des collectivités, se retrouve dans cette étude parce que la préoccupation
des habitants à la base est pris en compte par cette étude. Cette étude est l'œuvre de Right and Resource Initiative, RRI, en partenariat avec Sahel Eco. Elle devra amener toutes les catégories d'acteurs concernés par l'exploitation minière à comprendre les textes législatifs et réglementaires en matière d'exploitation minière. Les résultats provisoires complets du deuxième tour des élections législatives du 15 décembre ont été proclamés hier soir par le ministre de l'administration territoriale. C'était en présence de partenaires du Mali et plusieurs autres personnalités. Isaac Thienou revient sur la cérémonie. La Cour du département en charge des élections a servi de cadre à la proclamation des résultats partiels complets du deuxième tour des élections législatives. 127 sièges étaient encore à pourvoir après que 20 avaient déjà été attribués à l'issue du premier tour dans le cadre provisoire. Un deuxième tour qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. La conduite de ces actions suscitées a été rendue possible grâce aux nombreux sacrifices consentis par le peuple malien, à la détermination du gouvernement, à l'accompagnement et au soutien de la communauté internationale. Le deuxième tour des élections, mesdames et messieurs, s'est déroulé sans incident dans les circonscriptions où il devait avoir lieu. Les circonscriptions étaient au nombre de 45 pour 90 listes de candidatures. La situation suivante se dégage. Électeurs inscrits, 5 951 829. Nombre de bureaux de vote, 18 053. Votants, 2 216 401. Bulletins nuls, 77 159. Suffrages exprimés, 2 139 242. Taux de participation, 37,24%. Si un taux comparable à celui de la présidentielle était souhaité, ce taux de 37,24% reste encourageant à l'image des précédentes élections législatives que le Mali a connues. Ces résultats qui viennent d'être proclamés seront soumis à la Cour constitutionnelle pour un recensement général et la proclamation définitive. Isaac vient de le signaler, des résultats qui doivent être examinés par la Cour constitutionnelle. Mais déjà, ici à l'ORTM, un de nos reporters, Amadou Sankaré, nous parle de la nouvelle configuration de la future Assemblée nationale et du nombre de sièges obtenus par les partis et candidats qui étaient en compétition. Au total, 19 partis politiques et quelques candidats indépendants feront leur entrée à la future Assemblée nationale du Mali. Sur les 147 sièges à pourvoir, le RPM, parti du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, arrive en tête avec 60 députés. Il est suivi de l'ADEMA-PASJ, 20 sièges, puis de l'URD, 17. L'ERFAR, 6. La CODEM 5, l'ADP Mali 5. Le SADI, le CENID, l'ASMA-CFP obtiennent le même score, 4 députés. Le MPR, le PARENA, le MIRIA, le PDS se retrouvent chacun avec 3 députés. La CDS Mogotigia, 2 députés. Pour les partis IMRDA, l'UDD, PRVM, RDPM et Yéléman, ils obtiennent chacun 1 député. La nouvelle Assemblée va également compter des indépendants. À la lumière de ces résultats, le RPM, à défaut d'avoir à lui seul la majorité absolue, c'est-à-dire 74 des 147 sièges, deviennent la première force politique du pays avec ses 60 députés. D'ores et déjà, plusieurs partis se sont engagés à soutenir les actions du président de la République pour la mise en œuvre de son programme. Comment passer sous silence l'entrée des jeunes à cette assemblée? Autre fait marquant, c'est le faible taux de représentativité des femmes qui se sont toujours battues au sein de leur formation politique pour être élues. Mais à l'arrivée, ce n'est pas le cas, puisque si elles étaient 14 au mandat qui s'achève, cette fois-ci, elles ne sont que 9. Ces législatives ont aussi connu des surprises. Autre constat, c'est le faible taux de participation qui est de 37,24%. Il reste maintenant à la Cour constitutionnelle de valider ces résultats après examen. En attendant donc la prise de fonction des nouveaux députés, les travaux se poursuivent à l'Assemblée nationale. Ce communiqué en atteste. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le jeudi 19 décembre 2013 et jour suivant, s'il y a lieu, à partir de 10 heures dans la salle Modibo Keïta.
Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations sur des projets de loi intéressant la vie de la nation et des communications. À marge de la foire de l'artisanat malien à Montreuil, le ministre de l'Artisanat et du Tourisme a rencontré les tours opérateurs et autres professionnels du tourisme en France. C'était à la faveur d'un dialogue avec le Mali. Au cours de ce dialogue, le ministre a accompagné des opérateurs culturels et des techniciens de son département à rassurer les organisateurs de voyages quant aux dispositions sécuritaires prises au Mali. De Paris, Makamfin Konati. Face aux tours opérateurs et aux professionnels du tourisme français, le ministre de l'Artisanat et du Tourisme malien a plaidé pour un retour massif des touristes occidentaux au Mali. Les arguments ne manquent pas. Après la traque des terroristes, le Mali vient de signer son retour dans le concert des nations avec l'élection d'un nouveau président. Le seul obstacle qui demeure reste l'interdiction faite par les chancelleries occidentales à leurs ressortissants. Nous sommes en train de faire les plaidoyers jusqu'à présent pour qu'on puisse enlever le Mali de la zone rouge à la zone verte. Cela est le souhait de tous les tours opérateurs. Les opérateurs du secteur sont aussi pénalisés que les tours opérateurs et les compagnies aériennes. Face aux nombreuses inquiétudes et interrogations, Madame le ministre, entourée des acteurs culturels maliens, a plaidé pour la valorisation des destinations à moindre risque et à fort potentiel écotouristique. Nous sommes en train de voir avec eux comment valoriser la région de Sikasso, la troisième région, parce qu'il y a beaucoup de sites touristiques que nous avons déjà valorisés. Et au niveau de la région de Caille, le Bamako Centre et tout ce qui s'ensuit. À l'issue de cet échange, les agences de voyage et les professionnels du tourisme ont pris bonne note de la nouvelle donne sur le Mali. Le retour des touristes occidentaux au Mali pourrait se conjuguer très bientôt au présent. De Montreuil, nous atterrissons dans la Venise malienne Mopti où a été lancées les activités du programme de développement durable du delta intérieur du Niger d'un coût global de 89 milliards 198 millions de francs CFA. Il va améliorer les conditions socio-économiques en termes de sécurité et de moyens d'existence des petits agriculteurs pauvres dans 43 communes des régions de Mopti, Ségou et Tombouctou. Compte rendu, Yacouba Meiga. Le programme de développement durable du delta intérieur du Niger, PDDDIN, qui vient d'être lancé, est un programme décennal multibailleur qui comporte 2 phases dont le coût est estimé à environ 89 milliards 198 millions de francs CFA. La première phase, dite transitoire, s'étend sur 3 ans à partir de 2013 et couvre les 4 cercles inondés de la région de Mopti, à savoir Djenné, Mopti, Tenenkou et Youarou. La deuxième phase, d'une durée de 7 ans, concerne les régions de Mopti, Ségou et Tombouctou. Le programme de développement durable permettra d'explorer au mieux les opportunités de générer des revenus en vue de la lutte contre la pauvreté, tout en maintenant le potentiel productif des ressources naturelles et la riche biodiversité du delta intérieur du Niger. La phase transitoire est axée essentiellement sur la protection des ressources naturelles et des écosystèmes, le développement institutionnel et le renforcement des capacités. Elle doit son démarrage au Royaume de la Suède à travers un accord de financement signé en octobre dernier avec le gouvernement du Mali portant sur une assistance financière et technique d'un montant de 3 milliards 286 millions 511 000 francs CFA. Le fleuve Niger et son delta représentent pour le Mali ce que le Nil représente pour l'Égypte. Aussi, je ne doute pas que cet événement marque le début de la mise en œuvre d'actions concrètes permettant l'allègement de la souffrance des populations pauvres du delta. La mise en œuvre des activités du programme sur le terrain est assurée par une cellule technique de coordination nationale et une équipe de coordination régionale sous la tutelle du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement. Le collectif des ressortissants du Nord a 57 ans, occasion mise à profit par les animateurs du mouvement pour partager avec la presse ses réalisations et projets. C'était ce matin à la Maison de la Presse. Il a été suivi par Al-Husseini Touré. Le COREN, le collectif des ressortissants du Nord, fait le point de son parcours associatif. Créé en 1956 sous le nom de Association Générale des Ressortissants de la Boucle du Niger, il prendra le nom actuel en 1999.
L'association qui regroupe les ressortissants des régions de Gao, Tombouctou, Kidal et Mopti a longtemps milité en faveur d'une intégration harmonieuse de toutes les communautés maliennes. Le Coran, aujourd'hui, a 57 ans. Parce que beaucoup de Maliens pensent que le Coran a été créé à la faveur de la crise du Nord. C'est pourquoi le Coran, suite au combat qu'il a eu à mener au cours de la crise qui a secoué le nord de notre pays, aujourd'hui tient à faire le point. Le collectif des ressortissants du Nord s'offre aujourd'hui comme un allié sûr pour la pacification et la sécurisation des régions du Nord. Parmi les défis, il y a la poursuite de la libération totale des régions nord du Mali, parce que d'accord, les régions sont libérées, mais il y a l'insécurité. Parmi les défis, il y a le retour des déplacés et des réfugiés. Parmi les défis, nous pouvons aussi relever le cas de Kidal, qui pose encore un problème pour tout le Mali. Donc il faut que Kidal soit libéré pour qu'on parle de libération totale des régions nord du Mali. Ce point de presse qui commémore la création du mouvement a également été mis à profit pour retracer toutes les actions entreprises par le Coran avant et pendant la crise. Des actions qui se poursuivent jusqu'à l'atteinte des objectifs de l'association. Signature de convention de protocole d'accord de construction de 100 logements sociaux pour des enseignants. La convention concerne la coopérative d'habitat CISO et l'agence financière Foncia. Les maisons de type F2, F3 et F4, dont les bénéficiaires sont essentiellement des enseignants, seront construites à Kanadjigila, dans la commune du Mandé. Compte rendu Adama Koulibaly. Ceux qui peuvent bénéficier des habitats qui vont être construits, une centaine, sont pour le moment bien ciblés. Pour être adhérent, il faut payer les frais d'adhésion. Et la deuxième condition, c'est d'être enseignant, travailleur de l'éducation ou de la culture. La coopérative d'habitat CISO donne la main à un partenaire financier, l'agence financière Foncia, pour la réalisation de ces futurs logements sociaux qui auront comme site Kanadjigila dans la commune du Mandé. Les maisons seront de type F2, F3 et F4 en tôle et en dalle. Les initiateurs estiment qu'il est difficile de combattre la pauvreté sans appui des pauvres. Au jour d'aujourd'hui, j'ai senti avec le nouveau gouvernement qu'il y avait une volonté politique manifeste de doter la population de logements décents au-dessus de ce à quoi on a assisté, c'est-à-dire que les logements sociaux actuels, ils veulent aller un cran au-dessus de ces logements sociaux avec une multiplication des bénéficiaires. La signature de la convention de ce protocole entre la coopérative d'habitat CISO et l'agence Foncia s'est déroulée en présence des représentants de la Fédération nationale des associations de coopératives d'habitat. Rapport 2013 sur le travail des parajuristes du Mali. C'est un document qui a été élaboré par 102 parajuristes. Il fait l'état de la situation des droits de l'homme au Mali. L'outil est une œuvre d'un réseau composé de 5 organisations, dont la clinique juridique d'Emesso. Plus de détails avec Ardu Matina. Le cadre national de pilotage du curriculum de formation des parajuristes, c'est-à-dire les personnes qui servent des relais, qui facilite l'accès des populations à la justice, est un réseau composé de 5 organisations, dont la clinique juridique d'Emesso. C'est ainsi qu'après plusieurs activités en vue de promouvoir les droits de l'homme, il était donc souhaitable, voire nécessaire, d'éclairer la lanterne des gens sur le rapport de l'étude sur le travail des parajuristes du Mali. Ce rapport reflète le vécu quotidien, les préoccupations de droits des communautés à la base. Il constitue une réponse aux problèmes de droit posés aux parajuristes dans les zones d'intervention des organisations membres du cadre. Le rôle des parajuristes dans l'avènement d'un état de droit mérite d'être souligné. L'association d'Emesso agit efficacement dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Elle intervient au niveau de 5 axes majeurs: la participation citoyenne et la promotion de la gouvernance locale, l'accès des couches vulnérables à la justice. Les parajuristes sont des personnes en qui les populations peuvent avoir confiance, car ils connaissent bien les défis qui se posent dans les communautés à la base. Le rapport établi est une œuvre de 112 parajuristes. Des témoignages des personnes ayant bénéficié des services des parajuristes et la remise symbolique du rapport aux autorités et aux acteurs ont ponctué la cérémonie. La Croix-Rouge malienne, en partenariat avec les Croix-Rouges françaises et néerlandaises, vient de remettre
au centre de santé de référence de la commune 5 un lot de matériel. Par la même occasion, les donateurs ont lancé le projet Amélioration de la santé maternelle et néonatale d'une durée de 28 mois. Ce projet va sensibiliser davantage les communautés pour une plus grande fréquentation des structures de santé. Ramata Konati. À travers ce projet, la Croix-Rouge met en place un dispositif composé de 3 animateurs et 50 volontaires. C'est pour appuyer le centre de santé de référence et les 10 SESCOM de la commune 5 du district de Bamako. C'est un projet d'amélioration de la santé maternelle et néonatale en commune 5. Nos animateurs font le travail au niveau des structures de santé. Les volontaires, eux, ils ont un travail d'information et de sensibilisation au niveau des quartiers, plus précisément dans les familles, pour donner l'information pour que ces femmes-là puissent fréquenter les centres de santé. En somme, le projet de 28 mois est axé sur 3 volets. C'est à travers la dotation en équipement du centre de santé de référence, l'implémentation d'activités de sensibilisation via nos équipes de volontaires et le renforcement de capacité du personnel de santé en menant des actions de formation. Le lancement du projet Amélioration de la santé maternelle et néonatale a enregistré la remise de matériel médical au centre de santé de référence de la commune 5. Le don est composé de lits d'hospitalisation, de blouses et d'armoires, entre autres. La Croix-Rouge toujours, 85 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe qui sera injectée dans les opérations humanitaires dans le cercle de Goundam par la Croix-Rouge malienne et son partenaire la Croix suisse. 1300 ménages vulnérables vont bénéficier du système de cash transfert de 50 000 francs par famille au RTM Tombouctou. Yehia Tandina. Participer à la réinsertion socio-économique des déplacés de retour des communes de Tonka et Goundam en 6e région et améliorer le système d'évacuation des patients et des femmes enceintes sont entre autres les objectifs visés par la présente opération humanitaire. Action initiée par la Croix-Rouge malienne et son partenaire Croix-Rouge suisse à Goundam. 1300 ménages vulnérables ont bénéficié chacun de la somme de 50 000 francs CFA et le centre de santé a été doté d'une ambulance flambant neuve. L'ambulance va améliorer, va accroître la mobilité du CSRF dans le cadre du système d'évacuation des populations. Le cash transfert concerne les personnes retournées et qui sont déplacées suite aux événements de 2012. Et aujourd'hui, ils sont revenus et ils sont démunis. Et donc, ce cash transfert, qui d'une valeur de 5 millions pour la ville de Goundam et Tonka. Selon les bénéficiaires, l'acquisition de ce véhicule va contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de soins. Et j'avoue que l'ambulance va contribuer à réduire considérablement la mortalité maternelle et infantile. Cet outil très précieux dont la clé vous sera remise tout à l'heure, je le souhaite bien, sera utilisé à bon escient au bénéfice des populations du cercle de Goundam au sortir de cette triste crise que nous venons de traverser. Auparavant, la Croix-Rouge malienne et son partenaire Croix-Rouge suisse avaient déjà mené des actions au niveau des CESCOM et a assuré la prise en charge partielle des agents du CSRF de Goundam. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le budget 2014 de l'hôpital de Sikasso. L'information a été donnée à la 13e session du conseil d'administration de la structure, compte rendu depuis Sikasso de Sekou Konati. À l'heure du jour de cette 13e session du conseil d'administration, l'adoption du procès verbal de la 12e session, le point de l'exécution des recommandations, le rapport d'activité 2012 et le projet de budget 2014. Nous avons connu en 2013, d'une part, le non-financement des activités programmées sur l'appui budgétaire sectoriel et d'autre part, la réduction de la subvention de l'État après signature de l'arrêté d'approbation du budget. Malgré ces aléas, les missions assignées à l'établissement ont été assurées à hauteur de souhait. Et au titre de ces acquis, on peut retenir. Les activités médico-techniques ont été menées à hauteur de souhait. Nous sommes en ligne droite pour atteindre les objectifs dans ce sens-là. On peut retenir aussi le renforcement du personnel par l'arrivée des médecins ORL, un médecin urologue.
S'agissant du budget 2014 de l'hôpital de Sikasso, il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1,153 563 750 francs CFA. Et les ambitions sont grandes. Le renforcement d'abord du personnel, donc la recherche de nouveaux agents, de personnel qualifié, mais aussi la formation du personnel et le renforcement du plateau technique par l'acquisition de nouveaux équipements. La présente session a aussi adopté le procès verbal de la 12e session et apprécié le niveau d'exécution des recommandations de la même année. L'occasion était donc bonne pour le président du conseil d'administration de saluer l'engagement et le professionnalisme du personnel au service des populations. Faire converger les efforts et les expériences vers la lutte contre le trafic et le travail des enfants dans le cercle de Nyono, c'est l'objectif de cette rencontre qui vient de se tenir en 4e région initiée par l'Association malienne pour la promotion du Sahel. Elle a regroupé les différents acteurs concernant le trafic et le travail des enfants. Candécile l'a compte rendu. Ils sont au total près de 700 enfants talibés ou mendiants répertoriés dans le cercle de Nyono, suivant la base de données sur la protection des enfants. Seulement 33 enfants sont identifiés et assistés par les parajuristes. C'est pour répondre à la problématique du travail et du trafic des enfants dans le cercle que l'Association malienne pour la promotion du Sahel Amapros et son partenaire suédois Diaconia ont initié le présent cadre qui réunit parents d'enfants, élus, groupes solidaires des femmes et autres acteurs. Chacun d'entre nous doit se sentir concerné et faire preuve de responsabilité en luttant contre le travail et le trafic des enfants, car les enfants sont l'espoir d'une nation. C'est dans cette optique qu'Amapros et Diaconia, en voulant apporter notre pierre, avons entamé depuis 2011 un projet dénommé Projet d'appui à la lutte contre le travail et le trafic des enfants sous ses pires formes. Espace d'échange, mais aussi de devoirs et d'interpellation, estime le sous-préfet central. Puisqu'il y a encore des enfants qui sont dans les champs, qui sont dans les rues, qui continuent à mendier, qui continuent à être soumis à des travaux de bassesse. Ces enfants continuent à être violentés, toutes choses qui de nature violent manifestement les droits de l'enfant. Aussi, la rencontre devrait permettre de faire converger les efforts et les expériences des uns et des autres vers la lutte contre le travail et le trafic des enfants dans le cercle de Nyono. Une occasion opportune pour Moribo Savadogo, au nom du maire, de saluer les efforts d'Amapros et de son partenaire en faveur de la protection des enfants dans le cercle. Sport football, championnat national, la 4e journée s'est poursuivie hier avec 2 rencontres jouées ici à Bamako. Dans le match au sommet de la 4e journée, le club olympique de Bamako s'est imposé 1-0 devant l'AS Real de Bamako. C'est par ce même score d'1-0 que l'USFAS a battu l'AS Bakaridian. Le résumé des rencontres avec Aljou Matina. Peu d'actions, peu de buts dans ces face-à-face entre l'USFAS et l'AS Bakaridian, tout de rouge vêtu. Défait lors de la journée précédente, l'équipe de Moussa Keita Doukouti avait donc à cœur de renouer avec le succès. Mais c'était sans compter avec l'enthousiasme des Bleus de l'USFAS. Les porteurs d'uniforme bien en place défensivement ne laissent aucune chance au buteur providentiel de l'AS Bakaridian, Lassana Diarra, meilleur buteur de Ligue 1 avec 5 réalisations. Si les visiteurs ont du mal là offensivement, ils ne sont pas non plus sereins défensivement. Ce qui se paye cash à la 62e minute, lorsque Bakay Kamara d'un coup de tête parfait à la suite d'un corner, inscrit le seul but du match qui permet à l'USFAS d'obtenir les 3 points de la rencontre. On a donné le meilleur de nous-mêmes, du premier minute jusqu'à la 90e minute. On était engagés, déterminés et solidaires même à la fois. Quand même, ces victoires-là, nous, on les mérite. L'USFAS a très bien joué aujourd'hui. L'USFAS enregistre ainsi sa 2e victoire après 4 journées, à l'opposé de l'AS Bakaridian qui n'a plus gagné depuis la 10e journée. Auparavant, le club olympique de Bamako en vert est venu à bout de l'AS Real par le score minimum d'1-0. Une réalisation d'Alcine Bangoura, le milieu de terrain guinéen du COB. Ça nous a fait tellement du bien en gagnant aujourd'hui contre le Real, car moi personnellement c'est un jour exceptionnel parce que quand tu regardes un peu depuis que je suis à la tête de cette équipe, je ne suis jamais parvenu à battre le Real à championnat. Donc c'est une première pour moi. Donc je suis très content et très fier de mes joueurs. Et j'avais dit depuis après ce match contre le Djoliba
que l'année dernière, on avait eu les mêmes programmes, Djoliba, Stade et Real. Donc, on ne peut pas se permettre encore de perdre tous les 3 matchs. Le Sobé mérite pleinement de gagner. Ils ont fait une très bonne première mi-temps. Je pense que nous, on était inexistants en première mi-temps. En deuxième mi-temps, je pense qu'on a essayé de mettre le pied sur le ballon. Mais par la suite, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions sur ce match-là et c'est ça qui est malheureux. Cette victoire fait énormément de bien aux Olympiens qui comptent désormais 7 points. Le Real, 5 unités, a du mal à enchaîner en ce début de saison. Ce communiqué du Conseil supérieur de la communication qui a appris avec consternation le décès de Mamadou Kaba, premier président du Conseil supérieur de la communication, le 16 décembre 2013 à l'âge de 69 ans à Paris. L'enterrement aura lieu le vendredi 19 décembre 2013 dans sa grande famille à Bagadadji, à sa famille durement éplorée et à toute la presse malienne, le ministère de la communication et des nouvelles technologies de l'information, le Conseil supérieur de la communication et le ministre de l'Éducation nationale présentent leurs condoléances les plus attristées. Et Cheikhna Sidi Mohamed, chevalier de l'Ordre national, ancien membre du protocole de la République et ancien chef d'orchestre du Mystère Jazz de Tombouctou, n'est plus. Il a été accompagné à sa dernière demeure. Son portrait avec Moussa Arimaïga. L'homme qui nous a quittés pour toujours, le voilà. Son nom, Cheikhna Sidi Mohamed, plus connu à Tombouctou sous le diminutif affectif de Cheikhna. Par sa disparition, la cité des 333 saints et le Mali entier vient de perdre un de ses meilleurs fils. De l'enseignant d'origine à l'agent du protocole de la République, en passant par l'animateur de jeunesse, l'homme était un touche-à-tout avec la manière et la culture du résultat. C'est avec lui que l'orchestre de Mystère Jazz de Tombouctou, dont il était le chef d'orchestre, a connu ses meilleurs résultats. De décembre 1948, qu'il a vu naître, à décembre 2013, le fonctionnaire de classe exceptionnelle, chevalier d'ordre national, a été de tous les combats. Le diplômé de l'école internationale de Bordeaux en animation culturelle commence donc sa carrière à Tombouctou. 6 ans après, c'est l'école supérieure du Komsomol de l'Union soviétique qui ouvre ses portes à l'enfant de Tombouctou, alors qu'il était membre actif du bureau exécutif national de l'Union nationale des jeunes du Mali, UNGM. En 1990, repéré pour ses compétences et ses aptitudes à diriger les hommes, le protocole de la République lui ouvre ses portes. Il accède au corps de secrétaire des affaires étrangères et occupe le poste de chef de section accueil et voyage, avant de se voir confier les fonctions de conseiller consulaire au consulat du Mali à Brazzaville de 2003 à 2006 et à l'ambassade du Mali à Dakar de 2006 à 2008. Donc cet homme, au front parler dans la courtoisie, au don de soi exceptionnel que parents, amis et connaissances viennent d'accompagner à sa dernière demeure mardi dernier au cimetière de Niamakuru. Ainsi donc, Cheikhna s'en est allé, laissant derrière lui une épouse et 5 enfants et des parents inconsolables. Dors en paix, Cheikhna. À suivre après ce journal l'intégralité de la cérémonie de pose de la première pierre de la centrale de Goïna. C'était hier à Caille en présence des présidents sénégalais, mauritaniens et maliens. Nous arrivons au terme de cette édition. Je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu, pour les éditions du soir. Mais avant, dans la journée, vous serez en compagnie de Kadijatou Kone à 10h et 13h. Merci pour votre fidélité. Bonsoir à tous. Thank you.